Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mardi 23 février 2021. Les pas se multiplient, les pas se multiplient donc vers la présidentielle du 11 avril prochain et les choses se précisent de plus en plus. Après l'appréciation du rapport du Collège des médecins, la Cour constitutionnelle a tranché et a entériné la liste provisoire de la Commission électorale nationale autonome. Nul doute donc que le seul fauteuil présidentiel sera discuté par trois prétendants. Le président candidat à sa propre succession, Patrice Talon, sera opposé à Corentin Koroué et Alassane Soumanou Djemba. Et maintenant que les trois duos sont confirmés par la haute juridiction, place donc au débat sur l'offre à l'électorat. Les candidats devront confronter leurs idées sur les options de gouvernance. La question fondamentale est de savoir comment convaincre les populations et bénéficier de leur confiance pour les 5 prochaines années. Eh bien, analyse des débatteurs à suivre juste après le bulletin matinal de Clément Achadé. Et puis, la question de la légitimité qui reste un détail non négligeable de ces consultations électorales. On fait un clin d'œil au taux de participation en référence à ce désamour de la chose électorale enregistré dans le rang des citoyens au cours des élections législatives de 2019 et celles des communales et municipales de 2020. Quelle stratégie mettre en place pour renverser la tendance pour le compte de la présidentielle prochaine? Eh bien, on apprécie ensemble cette problématique dans un instant. On va s'exercer également à commenter ces propos quelque peu tendancieux qui tendent à mettre à mal le processus électoral en cours au Bénin. C'est visiblement la période de pré-campagne et c'est la saison des attaques verbales et autres déclarations tapageuses visant à semer la panique et la confusion dans l'opinion. Bien d'observateurs se désolent de cet état de choses et appellent les populations au calme et à la vigilance. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin a donné de la voix sur le sujet hier. Moël Bénin interprète ses agissements comme des intentions de déstabilisation du pays. Jacques Ayadi est le président du parti Moël Bénin. Il est l'invité de ce plateau. Il nous donne sa lecture de la situation juste après nos échanges de ce matin. Restez donc avec nous. Ce mardi, dans Métier de la semaine, Ouliat Sanoussi nous amène à la découverte du graffiti, un art qui consiste à réaliser des dessins à l'aide de la peinture sur les murs, les véhicules et tout autre support. C'est la passion de Romario Jonathan Agbo Kofi qu'elle a rencontré. On verra de quoi cela retourne dans le magazine qu'elle nous propose. Ensuite, on parlera sport avec Hakim Sedo Seni et la revue de presse en fait d'émission de Asionbon Kani Asionbon. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. L'actualité nationale est essentiellement dominée par les questions politiques liées donc à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. C'est Fraternité qui ouvre le bal comme d'habitude en tournée de restitution des travaux du congrès du 30 janvier dernier. Claudine Prudencio et l'UDBN mobilisent leur base pour leur candidat. Publication de la liste définitive des duos de candidats par la Cour constitutionnelle. Rêve brisé pour Joël Aïvo, Rekia Madougou, Koti, Soglo. Les trois duos présélectionnés par la Sénat s'affronteront dans les urnes.
Le matinal, face aux menaces de troubles à l'ordre public, consigne à la police républicaine. Moël Bénet condamne les agissements de l'opposition et invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Validation de la liste des candidats à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Le face-à-face contre Talon Talata Soumanu Humpe et Korwe Agossa aura lieu, nous apprend le matinal. La dépêche, liste définitive des durs retenus pour l'élection de 2021, la Cour sur les pas de la Sénat. Et puis supposé décret de déchéance de grade et de radiation, le commandant Juste Kodjo rétablit la vérité. Matin libre, présidentielle de 2021, la transparence dans le profil du prochain chef d'État et puis dépistage COVID-19 au Bénin. Qu'en est-il du nombre de TDR réalisés, s'interroge Matin libre. À la une maintenant de la Nation, élection présidentielle d'avril 2021, la Cour constitutionnelle valide les 3 duos. Aurélien Adam Soulé Zoumarou à propos de la TNT, nous avons fait le saut technologique qu'il faut. Voilà ce que nous apprennent nos confrères de la presse écrite. On ira voir maintenant les travaux donc de la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est avec vous, Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Ahab, bonjour à toutes et à tous. Dans les titres ce matin, les différentes manœuvres et attaques politiques en cette période électorale ne sont pas de nature à garantir la paix et la cohésion nationale. C'est ce que pensent les militants et membres du bureau politique du parti Moël Bénin qui se désolent de certains propos visant à s'aimer la division et la panique au sein de l'opinion publique. Le parti a animé hier lundi un point de presse à propos. Et bonne gouvernance avec le programme de redevabilité, c'est un instrument qui vise la bonne gouvernance et qui mérite d'être cerné par une utilisation impactante. Et bien, mesurant donc sa portée, les acteurs ont procédé au lancement d'une séance d'information et de sensibilisation avec les acteurs de la société civile. Et c'est sur le fond de soutien aux initiatives de redevabilité. Oui, Clément Tchadé, son et images à suivre dans une poignée de secondes. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Clément Tchadé, vous l'avez annoncé tout à l'heure, les différentes manœuvres politiques et attaques par médias interposés de certaines formations politiques et surtout les déclarations tendancieuses et tous azimuts de certains acteurs politiques en cette période électorale ne sont pas de nature à garantir la paix et la cohésion nationale. C'est du moins l'avis des militants et autres membres du bureau politique du parti Moël Bénin qui se désolent de certains propos visant à semer la division et la panique au sein de l'opinion. Le parti a donc animé hier un point de presse pour faire connaître son amertume. On va écouter le vice-président et porte-parole du parti, Moël Bénin. En 3 décennies de renouveau démocratique enclenché au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, c'est la 7e fois consécutive que le peuple béninois s'acquittera de ce devoir citoyen et capital. Comme à l'accoutumée, les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin s'affairent pour la tenue de ce scrutin présidentiel. C'est dans ce contexte préélectoral où l'ensemble des Béninois et la communauté internationale œuvrent pour une élection paisible
et apaisée que certains de nos concitoyens lancent des appels à peine voilés à la violence et à l'insurrection populaire. Le cas le plus récent et qui interpelle tous les Béninois épris de paix et de justice est celui d'une correspondance adressée à la hiérarchie militaire par un groupe se réclamant de l'opposition politique. L'auteur de la lettre invite à la stupéfaction générale le haut commandement militaire à coopérer à une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. C'est un acte qui s'apparente à un projet de déstabilisation du pays. Depuis quelques jours, en effet, nous observons de tels agissements ou actions qui participent à fragiliser la paix, la concorde et la cohésion nationale. Il apparaît ainsi clairement que certains de nos compatriotes ont opté d'emprunter des raccourcis d'accès au pouvoir en misant sur un coup de force. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin condamne avec fermeté ces vils agissements et initiatives tendant à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de la République, à perpétuer la paix nationale chèrement entretenue et à compromettre les efforts de redressement socio-économique de notre pays. Moi, le Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Moi, le Bénin invite les autorités nationales compétentes à prendre leurs responsabilités afin de mettre sans délai un terme à ces velléités nuisibles à la nation béninoise. Il en appelle à la vigilance des populations béninoises et à la clairvoyance des corps constitués de la nation et en particulier à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'ils fassent échec à toute tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays, le Bénin, et ce, d'où qu'elle vienne. Le parti Moël Bénin et ses militants renouvellent leur soutien indéfectible aux institutions en charge de l'organisation des élections du 11 avril 2021 et les exhortent à poursuivre leur mission dans la sérénité. En tout état de cause, la culture de la paix et le maintien de notre vivre ensemble devront rester le leitmotiv de chaque citoyen pour qu'ensemble, nous ne nous détournons pas des défis réels de notre nation. Voilà, on parle toujours processus électoral, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Au Niger, donc, dimanche dernier, on a vote observé par plusieurs missions internationales, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, les Nations unies et la CENSAD. Toutes ces délégations ont donc été reçues par le président sortant du Niger, Clément Tchadé. Oui, Wahab, les émissaires de la communauté internationale sont allés féliciter le président Mahamadou Issoufou pour avoir accepté l'alternance démocratique, mais aussi pour avoir pris également toutes les dispositions nécessaires afin que ce second tour de la présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. La délégation des chefs de mission a également profité de cette audience pour présenter ses condoléances au président nigérien pour le décès des 7 membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le jour du vote. On va maintenant suivre Mohamed Namadi Sambo, il est au micro de nos envoyés spéciaux. And the purpose of our meeting this morning with His Excellency the President is for us to brief him. As you are aware, we have been here. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer son Excellence le Président de la République dans le cadre de notre observation, mission d'observation ici au Niger, et de lui dire que nous avons déployé nos observateurs partout dans le pays et que nous recevons des rapports régulièrement qui nous satisfont. De féliciter aussi le président, non seulement pour le développement du Niger, mais aussi pour avoir pris la décision de faire de sorte que l'alternance démocratique se produise ici au Niger. Organize
and ensure that all voting materials were delivered on time, that voting started at the right time, and as I'm speaking now, counting is going on. Nous sommes très contents, ça c'est une leçon pour tous les leaders de l'Afrique, pour qu'on sache qu'un leader doit aussi penser à l'alternance. Nous saisissons aussi cette opportunité pour présenter nos condoléances à tout le peuple du Niger suite à l'incident qui s'est déroulé hier, quand un véhicule qui acheminait du matériel électoral a sauté sur une mine. Et nous prions pour le repos des âmes de toutes ces personnes qui ont disparu hier. Went on a mine that bombed their vehicle and lost lives. We pray that Almighty Allah will bless the deposed people, and we condole with the people, good people of the Republic of Niger. Et puis maintenant, retour sur ce vieil élément, on en parlait depuis hier au Bénin. Les professionnels de la presse ont réfléchi sur l'avenir de leur corporation, un exercice qui se fait autour d'une table ronde organisée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin. Les échanges des 48 heures ont prévu des thématiques qui concourent à l'épanouissement des acteurs des médias. Nassi Salossé, Henri Ganti. La table ronde des médias annoncée à grand renfort médiatique prend corps ici, à la salle polyvalente de Blue Zone située en plein cœur de Cotonou. Une initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui a drainé tout un gratin de professionnels des médias venus discuter des questions liées à la santé de leur secteur d'activité. Il sera question ce matin de débattre, de mettre sur le tapis les problèmes que connaissent les organes de presse, tous médias confondus. Des problèmes qui feront l'objet de discussions au cours de ces assises. Et tout comme ces problèmes, bien d'autres jalonnent le quotidien de la presse béninoise, a ajouté le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui s'est essayé à un état des lieux depuis 2016. Ce quinquennat aura été particulièrement éprouvant pour la presse béninoise, avec un code de numérique qui limite les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que la fermeture d'entreprises de presse avec son cortège d'emplois sacrifiés et des familles en désarroi. Les organisations faîtières des médias sont sous perfusion parce que sevrées de la subvention qu'est l'aide de l'État à la presse privée depuis 2016. Une subvention qui, a-t-il insisté, est pourtant des droits légaux et constitutionnels. À sa suite, le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est revenu sur le nouvel environnement juridique de la presse béninoise qui exige une attention beaucoup plus soutenue dans l'exercice de cette fonction. En tenant compte donc de ce nouvel environnement qui a changé, nous voudrions croire donc que cette ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Des attentes nourries pour cette table ronde qui se tient 7 ans après les états généraux de la presse béninoise. Les travaux s'étaleront sur 48 heures autour du thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». En titre maintenant, cet élément, on parle du programme qui est dit de redevabilité, un instrument qui vise la bonne gouvernance et qui mérite d'être cerné pour une utilisation impactante. Et donc, en mesurant sa portée, le ministère de la Justice, la direction de la gouvernance locale, la direction du développement et la coopération suisse, l'opérateur JFA Consulting Group, exécutant la phase 2 du programme de redevabilité. Et vendredi, l'opérateur technique a procédé à une séance d'information et de sensibilisation avec les acteurs de la société civile. Et c'est sur le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Akime Seydou Seni.
C'est une démarche singulière et innovante. L'initiative est à juste titre appréciée parce qu'en y allant, on sait déjà ce que le partenaire attend de ceux qui soumettent leur idée de projet. L'unité de gestion du programme JFA Redevabilité échange avec les acteurs à divers niveaux de la société civile des contours de la mise en place du FOSIR, le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. C'est essentiellement un fonds qui est destiné aux organisations de la société civile, mais également aux associations communales et aux établissements publics de coopération intercommunale. Il apparaît donc efficace pour sa mise en œuvre, une maîtrise des outils de conception, d'élaboration et de déclinaison des actions qui épousent l'objectif général du programme Redevabilité. Le FOSIR vise à terme le renforcement de l'environnement de la gouvernance locale. Ce fonds viendra vraiment aider la société civile à mieux structurer son action et également aider la société civile à poser vraiment des actions qui amèneront les élus à offrir plus ou bien une meilleure qualité de service à nos concitoyens. Et je crois que c'est la finalité de toutes nos actions. Ce qui nous intéresse avec le FOSIR, c'est de renforcer les associations de consommateurs qui font partie de la société civile, les associations d'usagers du service public. Tout ça, plus il y a une gestion participative de ces services, plus la gestion est transparente et redevable et plus la qualité s'améliore. C'est un peu l'objectif de ce financement par le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. 4 secteurs vitaux sont retenus par l'opérateur JFA Consulting Group dans la mise en œuvre du programme Redevabilité: l'eau, l'éducation, la santé et l'état civil. Enfin, notre programme a 2 appels à propositions. Le premier cette année, qui va être publié en mars, qui va durer pour entre 12 mois et 18 mois. Et puis en septembre 2022, donc, il y aura le 2e appel à proposition. Donc je dis à toutes les organisations de ne pas se décourager. Si jamais elles n'ont pas été sélectionnées pour ce premier appel à proposition, c'est notre mandat, puisqu'on a un programme redevabilité, d'être très clair sur pourquoi elles n'ont pas été sélectionnées, leur donner bien les raisons. Et puis ces organisations pourront postuler à nouveau lors du 2e appel à proposition. La feuille de route du processus est désormais claire, autant que les acteurs de la société civile active, invités et potentiels bénéficiaires du FOSIR repartent très aguerris et bien outillés en attendant le lancement de l'appel à projet prévu pour le 15 mars 2021. Et maintenant, un mot sur l'éducation. Dans ce mini-journal, des enseignants de primaire intervenant dans le secteur privé sont en formation pédagogique depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Une session initiée par le patronat des établissements scolaires privés pour relever le niveau de maîtrise des enseignants ou des participants en français et en mathématiques. 3 jours de formation dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Nassi Salossé. Tels des écoliers en situation de classe, ces enseignants sont en quête d'ingrédients pour améliorer leur niveau de maîtrise dans 2 matières, le français et la mathématique. Tous intervenant au niveau primaire dans le secteur privé, ils ont été conviés par le patronat des établissements scolaires privés qui a fait un constat inquiétant sur le terrain. En effet, ces dernières années, en termes d'objectifs à atteindre, le niveau de performance atteint par la plupart de nos apprenants en français et en mathématiques est loin d'être satisfaisant. Et dans ce cadre, les résultats obtenus aux différents examens de fin d'année en disent long. Aucun département n'a réussi à obtenir un taux supérieur ou égal à 1% de réussite en dictée au CEP. L'apprentissage de la mathématique constitue un véritable problème dans notre système éducatif. Le niveau baisse dans cette matière, pas seulement à cause de l'incapacité de nos apprenants, mais aussi à cause de la non-maîtrise de cette science par certains enseignants du primaire. Il faut donc finir avec ces lacunes de cette session de formation. Autour de l'initiative, un thème tout aussi concis qu'expressif. Quelle stratégie pédagogique pour le relèvement du niveau de nos apprenants,
dans l'apprentissage du français et de la mathématique. Mesdames et messieurs les participants, je souhaite que votre participation active, votre assiduité et votre ponctualité durant ces 3 jours de formation soit le témoignage de la volonté et le courage que vous avez en payant chacun 6 000 francs autour de votre contribution aux présents frais d'organisation de la formation. En l'absence du ministre des enseignements maternels et primaires empêché, c'est son directeur en charge de l'enseignement privé qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Chers enseignants, en votre nom et au nom du ministre des enseignements maternels et primaires, je remercie sincèrement le patronat des établissements scolaires privés du Bénin pour cette noble initiative. Sont attendus à cette session de formation près d'1 millier de participants répartis sur l'ensemble du territoire national. Les attentes du patronat des établissements scolaires privés, c'est que le niveau de ces éducateurs soit relevé dans les 2 matières ciblées au soir de ces 72 heures de travaux. Autre chose pour boucler ce mini-journal, vivre au voisinage d'une cimenterie paraît une tâche périlleuse. À Gayakome, dans l'arrondissement d'Aglangandan, les populations ne cessent de se plaindre de la poussière émise par la cimenterie de Saint-Kandji. Eh bien, de quoi relève-t-il concrètement? Une équipe de notre rédaction est descendue sur les lieux pour en savoir. Voici le travail de Rafatou Amadou, Ali Moumouni et Moufid Sabouran. Des feuillages d'arbres, des toits et des maisons entièrement recouvertes de poussière. Voici les décors qui se présentent gracieusement aux habitants du quartier Gayokome à Saint-Kandji. Je suis venu ici en 2001. Bon, moi, je ne savais pas que la poussière avait une telle ampleur. Taïro Adamou est fonctionnaire à la retraite. Son domicile est situé à quelques mètres, derrière la cimenterie de Saint-Kandji. Une petite visite dans sa maison et le constat est là. De la poussière qui prend le dessus sur l'entretien. Bon, on ne peut rien, on vit dedans comme ça. Comment on veut arriver un fonctionnaire qui est à la retraite et a de l'argent pour aller s'acheter encore nous passer ailleurs? Nous nous débrouillons dedans avec les maladies, la toux, tout ça, les enfants sont malades, vous constatez vous-même. Donc, moi je me suis dit, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit que nous sommes en Afrique, les Africains c'est comme ça. La situation est la même dans toutes les habitations environnantes. Entre les plaintes et les désolations, les populations ne savent plus quelle posture adopter. À notre arrivée dans le quartier, tout le monde veut s'exprimer. Nous sommes vraiment bombé de poussière ici et vraiment on vit au quotidien une grande désolation et les poussières nous envahissent, vraiment pas possible. On ne peut même pas, vous ne pouvez pas laisser la nourriture à la maison sur la table et revenir manger 6 minutes après, vous ne pouvez pas. Tous les jours, il faut essuyer, tous les jours. C'est pour cela que par moment, moi je suis obligé de quitter la maison des fois toute la journée. On ne peut plus supporter. On a tout fait, on s'est soulevé, on est allé chez eux là-bas, mais rien. Les conséquences de la poussière dégagée par les cimenteries sur l'organisme humain sont énormes. Selon Gildas Agodopessi, professeur agrégé de pneumologie, le risque pour les habitants du voisinage d'une cimenterie de contracter les maladies respiratoires est élevé. L'inhalation de la poussière peut même être la source d'autres maux. Ces poussières générées, quand elles rentrent en contact avec l'organisme, c'est surtout les voies respiratoires qui sont les plus concernées, puisque la plupart du temps, nous arrivons à protéger la peau, mais c'est les voies respiratoires. Et vous savez, bien qu'étant un viscère profond, le poumon est exposé à l'environnement extérieur de par les narines, et puis la grande surface d'échange des poumons fait que c'est l'organe qui est le plus exposé. Certes, il y a d'autres organes, les yeux, la peau, la bouche et tout ça, mais c'est particulièrement les poumons qui sont les plus exposés parce que la respiration est un phénomène spontané, un phénomène qu'on ne peut pas contrôler. Quand nous respirons, forcément des particules rentrent. Si l'environnement se porte mal, la santé humaine est affectée, c'est totalement clair. Donc c'est ça, c'est parce que l'environnement est pollué par ces poussières qui contiennent des microbes que la santé est affectée. Qu'est-ce qu'on poursuit en veillant à la protection de l'environnement? On veille à la bonne santé, à la sécurité sanitaire des animaux, des hommes. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, ta santé n'est pas saine. À Saint-Kandji, les responsables de la CIM Bénin sont bien conscients de la poussière que dégage leur usine. Face à une telle situation de pollution environnementale, ils nous confient que d'énormes dispositions sont prises pour réduire l'évaporation de la poussière. Nous améliorons l'environnement
pour que nos voisins puissent être dans un environnement sain. Donc l'usine est tellement rigoureuse par rapport à elle-même, par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ce qui fait que nous sommes lancés dans le processus de certification. Donc Simbénin est la seule usine, je dirais, au Bénin, certifiée avec une triple certification ISO 14001 qui est liée à l'environnement, ISO 18001 qui est liée à la sécurité et ISO 19001 qui est liée à la qualité. Il y a une émission de poussière juste à la hauteur de l'usine qui s'envole vers la communauté. Parce que nous voyons ici le vent, ici est un peu orienté sud-ouest. Donc dès que la poussière se soulève, elle s'envole vers la communauté. Donc nous avons identifié ce point-là et nous sommes allés jusqu'à supprimer certains équipements. Créée en 1977, la Simbénin est aujourd'hui en plein cœur d'une agglomération. Et bien qu'étant des pôles importants de l'économie, les cimenteries ont un impact considérable sur l'environnement. C'est la fin du bulletin. Merci de m'avoir suivi. Clément Tchadé, merci. On va vous retrouver dans la grande édition de tout à l'heure. Ce serait plus précisément à 13h. On va installer maintenant nos échanges. 3 panels principalement, n'est-ce pas, la présidentielle du 11 avril prochain qui se poursuit le processus. En effet, la Cour constitutionnelle qui a entériné la décision de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, les 3 duos annoncés donc par la Sénat ont été entérinés par la Cour constitutionnelle. On parlera également de ce détail non négligeable dans le processus électoral, notamment le taux de participation, un détail important ou négligeable. On fera le débat tout à l'heure avec les collègues et puis les propos tendancieux en période électorale. Éviter la panique, c'est la thématique à développer tout à l'heure avec les débatteurs. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité.
Imprimerie Fraternité. Nous sommes situés à Ménotin, dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, juste après nos échanges, le plateau reçoit Jacques Ayadji. Il est le président du parti Moël Bénin. Hier, le parti était face à la presse pour faire connaître son amertume en raison donc de ces déclarations tapacheuses qui, selon le parti, tendent à mettre à mal le processus électoral en cours au Bénin. Gardez donc votre position d'écoute. On aura Jacques Ayadji par ici tout à l'heure. André Dossa, bonjour. Bonjour Wahab Alipara. Akibé Sédosséni, bonjour. 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 Bonjour Wahab. Alors, 3 panels ce matin. On va parler donc de cette décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle hier qui a donc entériné celle de la décision donc de la Sénat. Les 3 duos ont été retenus après le rapport déposé par le Collège des médecins. Quelque chose de surprenant, André Dossa? Non, pas du tout. On s'attendait à ce que ça aille dans ce sens-là. On savait que, sauf vraiment souci majeur, il ne devrait pas avoir de changement par rapport au travail de la Sénat. Je crois que ça s'est confirmé. De même que le Collège des médecins a sermenté, n'a pas trouvé moyen à n'est-ce pas, faire recaler quelconque des candidats. Donc je crois que c'était une formalité et ça n'a pas changé. D'accord. Alors on peut dire qu'on a de futurs dirigeants bien en forme, Hakim Sédosséni. De futurs potentiels dirigeants bien en forme. C'est ça que la question. En attendant qu'on confirme lequel des duos aura donc la destinée du pays pour les 5 prochaines années, il y a que toutes les exigences en la matière sont en train d'être respectées. Il fallait d'abord la Sénat. La Sénat a dévoilé la liste donc, des duos provisoires. Par la suite, ceux qui n'étaient pas d'accord avec, je dirais, la publication de la Sénat ont eu l'occasion de saisir la Cour constitutionnelle qui est donc, je dirais, reconnue en tant que telle comme l'institution à vider les contentieux électoraux relativement à la présidentielle. Et donc après ça, il y a bien entendu la Cour même qui a statué. Il y a le Collège des médecins aussi qui est passé par là. Maintenant, on retient de façon définitive que ce sont ces 3 duos qui vont prendre place dans le starting block pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2025. Non, ça montre que la Sénat a fait du bon boulot. Et vous avez dû constater quand vous parcourez un peu le calendrier tel par la Sénat que les mêmes dispositions qui organisent la publication de la liste provisoire, ce sont ces mêmes dispositions qui organisent la publication de la liste définitive des candidats. Ça veut dire que des dispositions 38 à 41 du code électoral, tout a été bien observé. La Sénat a fait ce qu'il fallait faire, de sorte qu'à la Cour constitutionnelle, une fois que les médecins assermentés ont fait ce qu'il fallait, ce que j'appelle visite techniquement médicale pour les 3 duos. Je pense que les résultats sont sortis et c'est normal qu'on puisse assister à ce à quoi on a assisté parce que justement, il n'y a pratiquement rien à leur reprocher si on s'en tient à ce que les médecins ont pu sortir comme résultat. Oui, on note un respect du calendrier électoral. La Cour, la juridiction était donc attendue entre hier et aujourd'hui pour donc donner son verdict en ce qui concerne donc le travail du Collège des médecins, en tout cas la liste définitive, ce qui a été fait sans hésitation. Non, je crois que tout procède assez normalement. Le calendrier électoral est déroulé comme cela se doit. Vous savez, il y avait aussi beaucoup de recours devant la Cour constitutionnelle pour différentes raisons.
les citoyens ont saisi l'institution compétente pour connaître du contentieux et des contentieux donc en matière d'élection présidentielle, qui a vidé, n'est-ce pas, tous ces recours-là. Donc, dans la mesure où ceci est fait, je crois qu'il ne devrait plus avoir d'anécroche. Les choses devraient se faire donc tout à fait comme ça se voit en ce moment. Maintenant, les candidats iront affûter leurs armes, si ce n'est déjà fait et si ce n'est déjà en cours, pour mobiliser les électeurs derrière les perspectives qu'ils nous proposent, derrière les idées, le Bénin qu'il nous propose pour le quinquennat 2021-2026. Et le 11, on pourra apprécier l'écho qu'on a pu donner à ces propositions, ces différentes candidatures. On pourra l'exprimer dans les urnes. Alors, Hakim Seydou, nous on note un respect du calendrier. Ça veut dire que les institutions ont joué leur part. Aujourd'hui, la balle, on peut le dire, est aussi dans le camp, n'est-ce pas, des candidats retenus. Selon vous, comment le travail va se faire sur le terrain, n'est-ce pas, en termes, je dirais, de comportement sur le terrain? En réalité, constatez que tous les maillons de la chaîne qui entrent en ligne de compte pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain savaient chacun en ce qui le concerne, ce qu'il a fait et dans quel délai ça devait se faire. Et donc que la Cour ait statué et rendu donc son verdict hier, que la liste provisoire ait été rendue publique il y a environ 4 à 5 jours en arrière, c'est en respectant un agenda qui a été rendu public par la Sénat, bien entendu. Et la Sénat a rencontré non seulement, je dirais, les responsables des partis politiques, mais aussi les structures compétentes en la matière. Donc, la Sénat déroule. Et il n'est pas possible qu'on sorte du calendrier de la Sénat, puisque, bien entendu, c'est elle qui organise la présidentielle du 11 avril prochain. Donc, pendant que nous y sommes, il est aujourd'hui clair et sûr que nous avons 3 duos qui se présenteront donc pour la présidentielle prochaine. Ces 3 duos servent à quel moment? Eh bien, précis, et quels propos tenus par rapport à un contexte bien entendu. Nous sommes en période préélectorale. Les différents candidats retenus savent que, eh bien, en période préélectorale, il y a des discours qu'on ne tient pas, il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir. Dans cette période, eh bien, nous également, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez remarqué qu'on va avec, je dirais, assez de freins à main pour ne pas avoir à égratigner X apporter suffisamment de gants pour que, eh bien, André ne se retrouve pas chaque matin à aller devant la HAC pour répondre des déviances, je dirais, des propos semble-t-il qu'on aurait tenus, même si, là encore, au fur et à mesure qu'on évolue, je crois que les travaux de la table ronde devraient avoir réussi à se pencher là-dessus. La période aussi, il va falloir qu'on revoie les garde-fous qu'on y met. Bref, c'est que nous-mêmes, nous sommes astreints à ne pas dire certaines choses. Autant d'ailleurs, les hommes politiques aussi savent que, eh bien, dans une période bien précise, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je constate que c'est juste que chacun qui se trouve sait quel comportement adopter. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, on reviendra là-dessus tout à l'heure, il y a que, même si vous n'êtes pas concerné par un type de discours à tenir, on peut aussi appeler, je dirais, à vulgariser les propos qui conviennent avec la période. En témoigne, bien entendu, la sortie certainement hier de Moël Bénin pour condamner certains propos qui ne sont pas de nature à assurer la paix, la sécurité, la quiétude pour notre pays. Donc, en gros, vous et moi, les politiques, les confessions religieuses, les messieurs Tantampien et autres, tout le monde sait que, eh bien, une période définie pour la période, pour la pré-campagne, il y a des propos qu'on tient. Et quand on sera maintenant dans la fièvre même, je dirais, de la vente du produit, c'est-à-dire, mettons quoi, on vous dit, bon, c'est mon cacao qui est le plus intéressant, quoi. Venez vers moi et qu'on soit. Quand vous êtes dans cette période, vous verrez que le discours aussi va changer. Ça va changer. Mais tout concourt à la bonne tenue de la présidentielle du 11 avril 2021. Amen. Non, ce qui est clair, la loi prévoit quand même qu'une fois que les duos ont été définitivement retenus pour le compte de cette élection présidentielle-ci, qu'on puisse assurer la sécurité de ces duos-là. La loi l'a prévu. La loi a également prévu qu'il y ait quand même certaines dispositions, puisque n'oubliez quand même pas que la campagne électorale démarre le 26 mars prochain. Nous sommes pratiquement à un mois du démarrage de la campagne. Je me demande bien ce que la presse serait en train de broyer. Est-ce que c'est du noir? Est-ce que c'est créer les formations pour pouvoir rester collé tout au moins à l'actualité? Sinon, on risque d'assister à un certain vide. Donc, je pense qu'il nous revient d'être aux aguets, de voir ce que chaque duo retenu serait en train de faire, de pouvoir aller sur le terrain, constater certaines choses. Parce que justement, n'oubliez pas, je crois que vous l'avez prévu en panel 2, le taux de participation, qui est pratiquement le défi que devra relever cette élection présidentielle-là. Donc, je pense que d'ici là, oui, il y a par exemple, quand vous faites le point
des dieux retenus, Patrice Talon et Talata, vous vous rendez compte que il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent ces deux candidatures-là. Oui. J'apprends qu'il y a une sorte de, il y a une équipe de campagne de 17 gros bras qui doivent assister, qui doivent travailler à ce que en fait, leur volonté soit réalisée. Il y a également du côté de Paul Mouper et de Djemba. Chez eux, vous constatez qu'ils sont issus du parti FCBE, lequel parti avait déjà une organisation mise en place. Le seul duo qui aujourd'hui devra travailler à mettre en place son équipe et à mettre tout autour de lui, c'est le duo, comment dit-on, Ironie Agossa et puis Konaté Kawé, parce que ici d'une formation politique. Oui, c'est dans l'ordre. Oui, dans l'ordre Konaté Kawé, parce que ici d'un parti qui contestent leur candidature. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs vous avez dû constater il y a quelques 48 heures, la presse dit que les deux candidats tendent la main aux autres partis, les démocrates. Sans doute que c'est une manière pour eux de travailler parce qu'il leur faut tout mettre en place aujourd'hui, si jamais ils n'ont pas l'accompagnement du parti, les démocrates. Alors, André Dossa. Oui, vide peut-être c'est possible parce que les délais sont allongés. C'est la première fois, par exemple, dans notre pays où la liste électorale est bouclée de 2 mois, même avant le jour du vote, et où la liste de candidature également est connue plusieurs semaines avant le jour du vote, avant le début de la campagne. Oui. Voilà, je crois qu'on va progressivement s'adapter. On ne manquera sans doute pas de matière. Oui, les candidats vont s'organiser, mais je ne suis pas... je souscris un petit peu à cette analyse-là par rapport au duo démocrate présent dans ce scrutin, pour dire qu'effectivement, ils ont un gros boulot à faire, c'est de réunir autour de leur personne les autres membres du parti. Mais il reste que c'est un parti très jeune, un parti qui a été créé il n'y a pas longtemps et qui a aussi travaillé à son enracinement, n'est-ce pas, sur le plan national. Donc vraiment, c'est un challenge gros pour ce duo. Je crois qu'ils ont dû bien ménager leur monture parce que sachant qu'ils vont loin. Alors, donc je crois que on aura certainement beaucoup de sujets. On aura beaucoup de sujets, sans doute beaucoup de surprises aussi dans l'animation de la vie politique pour le compte donc de la présidentielle. Le second panel, c'est ce que développait tout à l'heure Herman Aniambossou, le taux de participation qui reste un détail non négligeable. On a noté Hakim Seydou Seni un certain désamour avec les statistiques de 2019 en ce qui concerne donc les élections législatives et les communales et municipales de 2020. Visiblement, les populations béninoises s'intéressent de moins en moins, n'est-ce pas, à la chose électorale. On sort peu pour voter, Hakim Seni. Désaffection totale constatée. Et vous avez fait écho des statistiques, les législatives et les municipales. Parce que, bien entendu, il y a eu des éléments qui ont concouru à ça. Les législatives, des partis ont été laissés sur le carreau. Les municipales aussi, d'une manière ou d'une autre, toutes les formations politiques ne sont pas retrouvées, je dirais, dans les starting blocks parce qu'il n'y a pas respecté des exigences relativement donc, aux dispositions nouvelles du code électoral. Et donc, du coup, il y a que ces partis ont des sympathisants, des militants, et donc n'ont pas que devoir se rendre dans les urnes pour exprimer leur droit de vote. Nous sommes cette fois-ci engagés pour la présidentielle. Il s'agit de l'élection du chef d'État, du duo qui aura donc la lourde responsabilité de conduire le pays pendant les 5 prochaines années. Et donc, et là je suis d'accord avec vous, qu'il va falloir que d'une manière ou d'une autre, qu'un travail se fasse sur le terrain pour qu'il y ait, je dirais, de la mobilisation dans les urnes. Parce que c'est aussi ça aussi, une manière, je dirais, d'exprimer soit son mécontentement ou son approbation quant, je dirais, à la manière dont le pays il est conduit. Et la politique de la chaise vide, celle qui aurait consisté à ne pas se rendre dans les urnes, nous condamne aussi à 5 ans, je dirais, de résignation, pour dire les choses comme ça. Peut-être que j'exagère dans la terminologie, mais toujours est-il que le constat qui est fait, c'est qu'il y a un désamour, il y a une désaffection de la copie présentée par le personnel politique, certainement. Et donc, pendant que nous y sommes, quel est le discours qu'on tiendra sur le terrain pour montrer à ceux-là qui ont le droit de vote, parce que c'est un droit sacré. Je le disais une fois sur le plateau, il y en a qui, le 11 avril, n'auront pas 18 ans, mais qui, le 12, auront 18 ans, qui auraient certainement voulu avoir cette possibilité d'aller exprimer un droit de vote. Ils n'auront pas cette chance du fait de l'âge qui n'aurait pas été rempli. Donc,
le discours qu'il faut tenir sur le terrain, c'est comment ça va se faire, quels sont les éléments qu'il faut mettre bout à bout pour convaincre les populations de ce que, eh bien, elles ont le droit d'aller s'exprimer dans les urnes. Je crois que plusieurs structures sont en train de travailler là-dessus. Vous vous souvenez, j'avais parlé ici sur le plateau du GRAD qui est déjà en train de faire un travail sur le terrain par rapport à cet état de choses. Et même les formations politiques, elles ont aussi, je dirais, la lourde responsabilité de convaincre les leurs afin qu'ils puissent sortir pour exprimer le droit de vote. Donc le défi il reste entier, les stratagèmes à mettre en place pour que ce défi soit relevé. Je crois que c'est de ça qu'il est question et je vais espérer que du 23 jusqu'au 24-25, période de campagne électorale et juste après ça, qu'on ait réussi certainement à trouver, je dirais, le discours, les éléments de langage pour convaincre ceux qui sont détenteurs du droit de vote afin que le 11 avril, ils puissent sortir massivement dans les urnes. Il faut espérer qu'il y ait ce mouvement populaire dans les urnes pour certainement exprimer son désamour, plutôt son affection. C'est selon. Alors, André Dossa, je reviens à vous. Est-ce que les candidats futiles de la mouvance ou de l'opposition ne gagneraient pas, n'est-ce pas, à travailler à ce fort taux de participation à l'élection présidentielle, ne serait-ce que pour parler de légitimité lorsqu'on est installé? Oui, c'est vrai que les candidats doivent effectivement travailler à ça, doivent mobiliser les électeurs et leur montrer l'intérêt qu'ils ont à aller accomplir leur devoir civique le 11 avril. Et pas que les candidats, l'ensemble de la classe politique. D'ailleurs, ça a commencé, on a vu que la plupart des formations politiques mobilisent dans ce sens-là et essayent donc de dire aux citoyens d'aller aux urnes parce que, vous savez, il y a un certain nombre de contingences qui ont fait qu'on a noté cette désaffection par rapport au vote. Dans un pays où nous avions, c'était une fête ici, les jours du scrutin, il faut travailler maintenant à ramener les citoyens sur ce droit chemin. Et il n'y a pas que les acteurs politiques, en fait. Il faut que l'ensemble de la communauté nationale, les leaders d'opinion, les organisations de la société civile, et beaucoup de les autorités religieuses, la presse, nous faisons déjà notre travail en relayant ces différents messages portés par les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Je crois que nous jouons déjà pleinement notre rôle. Il faut expliquer aux citoyens. Parce que vous savez, au-delà parfois du climat de peur que l'on fait régner sur parfois le scrutin pour une raison ou une autre, il y a que des citoyens peuvent estimer que bon, moi je suis déjà satisfait de ce qui se passe et je veux que ça continue et ne pas trouver un intérêt à aller justement manifester cela dans les urnes et continuer à penser que ça va. La plupart des gens parfois qui sont passionnés, qui sont dans des meetings, etc., parfois le jour du vote se disent bon, les autres le feront, moi je n'ai plus besoin d'aller, alors que en réalité c'est faux. Donc je crois qu'il faut que chacun travaille à cela et je crois que les partis politiques, les candidats ou leurs proches et encore les ONG, chacun à sa manière a déjà commencé plus ou moins le travail. On va voir, il y a quand même un gros mois qui nous sépare de la campagne électorale et ça peut également servir à cette mobilisation. Un mois sans doute suffisamment chargé pour la classe politique. Oui, c'est vrai qu'il y a un gros mois qui nous sépare du démarrage de la campagne électorale, un mois que les partis politiques doivent mettre à contribution. Et là, je veux pouvoir compter également sur les mouvements politiques, même si le mouvement politique qu'un camp invite à se fusionner. Oui, parce que les mouvements sur le terrain ont cette facilité à pouvoir travailler. Vous voyez, par exemple, il y a aussi des ONG. Il a parlé de GRAD, par exemple. Il y a le Roger de Code, par exemple, qui également travaille à ce qu'il y ait une faute de participation. Parce que justement, il y a des contingences. À part ce que vous avez appelé désaffection. Moi, je ne mets pas forcément ça sous le coup d'une désaffection. Je mets ça sous le coup d'intimidation. Et n'oubliez quand même pas que d'une élection législative, des élections législatives aux élections communales, en passant par une élection présidentielle, les réalités ne sont pas les mêmes. Pour les législatives, par exemple, il y a eu des positionnements qui n'ont peut-être pas eu l'assentiment des militants ou des votants à la base et tout. Idem pour les communales. Mais pour la présidentielle, c'est un seul individu. Et la situation électorale ici, c'est le territoire national. C'est pas que, oui, nous sommes de la 15e, nous sommes de la 16e, nous sommes de la 17e. Ce n'est pas ça. C'est tout le Bénin qui vote pour le candidat. Donc, il y a eu par le passé cette peur qui a été vendue où, par exemple, des témoignages ont été faits que un chef de famille a bloqué le portail disant à ses enfants ne sortez pas pour aller voter parce qu'il paraît que là-bas, il y aura grabuge. Donc, je pense qu'il faut travailler à
à apaiser les cœurs de tout ce qu'il y a comme électeurs. Nous avons, je crois, 5 millions quelques votants, électeurs dans le pays. Donc, c'est travailler à ce que les gens reprennent confiance et sortent pour aller voter le jour de l'élection. Hakim, est-ce que le problème du suivisme ne se pose pas aussi? Parce que le droit de vote est individuel et non collectif. Mais on sent, n'est-ce pas, de ces personnes, dois-je dire, mal intentionnées, qui invitent les gens à ne pas voter, un peu comme le décrivait tout à l'heure Herman Anyambossou, la vente de la peur. On fait vendre la peur et cela crée la panique dans le rang de ceux qui détiennent le droit de voter. Ceux qui vous estimez appellent à ne pas sortir, appellent leurs militants. C'est vrai, parce que c'est un peu ça que nous remarquons. Il y a des militants, peut-être à la rigueur, ce qu'Herman dit, c'est-à-dire quoi, un père de famille, parce que c'est lui qui décide, fait l'option d'empêcher la progéniture et même les membres de la famille de se rendre dans les urnes pour exprimer leur droit de vote, parce qu'il estime que ils n'y vont pas dans la dynamique de ce que lui pense être bien pour sa famille. Ce n'est pas pour le pays, parce que c'est une question de choix. C'est-à-dire quoi, je ne laisse pas les miens aller dans les urnes pour aller peut-être voter pour le ticket B, alors que j'estime que c'est le ticket A qui est le bon. S'ils vont voter pour le ticket B, eh bien, ça n'aura pas d'impact sur la famille, parce que c'est lui qui décide. Mais le droit de vote est individuel et non familial. Je suis d'accord, le droit de vote est individuel et non familial. Mais alors, il y a que, eh bien, c'est comme le dirait l'autre, je ne sais pas, je ne maîtrise pas très bien la langue fongbe, c'est lui qui détient. Le Niaoué, c'est le Niaoué quoi. Non, exactement, il faut répéter. C'est le propriétaire de la farine, c'est lui le patron de la pâte. Exactement, c'est ça que les questions. Quand c'est comme ça, souffrez que vous ayez le droit de vote, mais que vous n'ayez pas la chance de pouvoir l'exprimer. C'est peut-être dommage. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve, comme il a dit, les éléments de langage qui convainquent les uns les autres de ce que, eh bien, aller exprimer son droit de vote dans les urnes, c'est très intéressant. Maintenant, les messages d'intimidation et consort, là aussi, pendant que peut-être on a l'impression que c'est ça qu'on véhicule quelque part, on peut aussi trouver l'antidote pour convaincre ceux vers lesquels on va pour n'aller pas dans les urnes voter et consort. Donc, je crois que c'est un travail qui doit se faire sur le terrain de façon collégiale. Chacun va avec les éléments qui convainquent l'autre pour que, eh bien, le 11 avril, on ait un taux de participation intéressant. Quoique, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit intéressant ou pas, n'a pas été écrit quelque part, ni dans le code, ni dans la Constitution, qu'il faut avoir d'abord 25% de participation, 70% de participation, avant de valider une élection, fût-elle présidentielle, législative et communale. Donc, je crois que est-ce que ce n'est pas esthétique lorsque le taux de participation est plus élevé? Quand c'est comme ça, il faut trouver le discours qui vale pour que, eh bien, on puisse savoir comment est-ce qu'on manifeste contre ou pour, je dirais, des candidats à une élection. Voilà. Alors, André de ça, par le passé, on n'était pas habitué à cette pratique. Les candidats sortent pour vendre soit leur personne et peut-être à la limite leur projet de société, mais très peu s'intéressent sur le détail lié au taux de participation. Pourquoi ? Non, pas vraiment. Il ne faut pas dire ça. Je crois que ça a toujours été une préoccupation. Peut-être que cette fois-ci, ça a plus d'acuité, compte tenu des événements 2019. Sinon, généralement, vous savez que les candidats, lorsqu'ils demandent, ils font leur meeting, on exige souvent aux électeurs, allez prendre vos cartes d'électeurs, il faut vous inscrire sur la liste électorale, parce que si vraiment vous portez notre projet, on a besoin de vous voir dans les urnes. Donc, c'était toujours un message de campagne, la mobilisation, le fait de dire aux populations d'aller voter. Mais on a davantage de raisons à le faire maintenant que depuis 2019, n'est-ce pas, le taux de participation a des difficultés. Et pour beaucoup de raisons ont justifié cela. Il y a donc les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées en 2019, et puis la campagne d'intimidation, de la vente de la peur qui a accompagné, n'est-ce pas, l'organisation de ces élections-là, a pu décourager un certain nombre de citoyens qui ne sont donc pas portés vers les bureaux de vote. Je crois qu'ici, il s'agit d'une élection présidentielle. Deux élections ne se ressemblent pas dans notre pays. On n'a pas les mêmes intérêts pour les différentes consultations électorales, et les enjeux sont effectivement différents. Ici, les questions de l'élection clé
de notre dispositif électoral. Nous avons plus d'intérêt, nous passionnons beaucoup plus pour l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est parce que ça concerne un individu qui aura donc la charge donc, de diriger le pays, qu'on aime beaucoup plus cette élection que les autres. N'en déplaise à Franck Kennevo et autres spécialistes de la décentralisation de la gouvernance locale, nous nous intéressons beaucoup plus à l'élection présidentielle. Ça n'exclut pas qu'il faut travailler à mobiliser les citoyens pour qu'ils aillent aux urnes le 11 avril. Est-ce que la campagne dite essentiellement médiatique pour le compte des élections communales et municipales n'ont pas eu aussi d'effet sur le taux de participation? C'est clair que désormais on ne peut plus analyser les élections, surtout les élections communales, sans faire constater que la COVID-19 a pour autant c'est pas impacté la sortie ou la participation par exemple je voulais dire le taux de participation des électeurs, parce que justement désormais il n'est plus permis aux candidats d'aller sur le terrain rencontrer cette masse-là de militants. Il n'est plus permis aux partis politiques de pouvoir réunir tout ce qu'il faut, alors qu'il y avait des éléments de petits biscuits qui étaient distribués qui permettaient aux partis politiques de pouvoir être en communion avec les militants, lesquels au dernier jour étaient également invités à aller composer, à aller voter. Je pense que l'un mis dans l'autre, vous voyez que, comme l'a dit André, d'une élection à l'autre, ne se ressemble pas. Pour l'élection présidentielle, on constate que c'est d'un individu qu'il s'agit. Et donc, il s'agira ici de voir si Patrice Talon, il a bien fait, on le reconduit. S'il n'a pas bien fait, on le remercie. Donc, je pense qu'il faut travailler à ce que les gens puissent aller voter. Mais il y a également que le code pénal a prévu quand même des dispositions. Je vais recevoir des spécialistes qui vont en parler, qui vous diront que désormais, quand vous empêchez quelqu'un d'accomplir son devoir, donc il y a désormais des dispositions partant de l'idée que le droit de vote c'est individuel. Vous ne pouvez plus empêcher quelqu'un. Si la personne apporte la preuve que vous l'avez empêché d'exprimer son droit de vote, vous êtes punissable. Des sanctions. Alors on va évoluer dans nos échanges de ce matin pour faire maintenant allusion à ces propos plutôt tendancieux. Nous sommes en période préélectorale et c'est également la saison des attaques verbales et des déclarations tapageuses par médias interposés dans le rang des acteurs politiques. On sème la peur, on fait des déclarations qui inquiètent les populations. Cela a d'ailleurs inquiété, dois-je dire, le parti Moël Bénin qui était face à la presse hier. On va recevoir tout à l'heure Jacques Ayadji qui en est le président. Il viendra nous cracher un peu son amertume sur le sujet. Mais nous ici, on va élaborer sur la question. André Dossa, comme je le disais, les propos tendancieux qui inquiètent l'opinion. Vous savez, on ne peut pas empêcher des citoyens mécontents par rapport à un certain nombre de choses de s'exprimer. Ils ont le droit de s'exprimer. Il faut pouvoir exprimer sa désapprobation. Mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller loin. Je crois que nous sommes dans une période sensible qui n'est pas propice à certaines démarches belliqueuses. Ce qui a motivé cette sortie de Moël Bénin, si on s'en tient au contenu de leur déclaration, c'est qu'il y aurait une initiative d'un groupe d'acteurs qui, donc, ma foi, ont saisi l'armée pour lui demander de se mettre dans certaines postures qui ne sont pas du tout des postures républicaines. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça par les temps qui courent et les acteurs politiques doivent pouvoir rester dans leur couloir et lutter, et travailler dans leur couloir et ne pas penser à ce que ceux qui n'ont pas pu obtenir par les moyens dont ils disposent, qu'ils puissent l'obtenir par d'autres moyens et qui ne sont pas assez tout à fait recommandables. On n'a pas besoin d'appeler l'armée à la rescousse d'un débat politique où, compte tenu d'un certain nombre de postures, compte tenu d'un certain nombre de positionnements, on n'a pas pu obtenir gain de cause. Nous sommes dans un état de droit, il y a encore des institutions en place, il faut les saisir pour essayer de se faire entendre. Moi, je pense sincèrement que la démocratie, c'est un jeu de rôle. C'est aussi surtout une question de rapport de force. Lorsque le rapport de force n'est pas en votre faveur, vous vous pliez et vous continuez de travailler. Travaillez inlassablement de façon à ce qu'un jour, vous puissiez prendre le dessus, n'est-ce pas, et faire valoir vos idées.
crois que c'est comme ça. C'est une voix très bien inspirée que de dire, d'appeler la mère à la rescousse. La mère reste dans son rôle, reste dans son couloir et fera sans doute son travail. Que le Mouel, n'est-ce pas, se fonde donc de cette déclaration-là, je crois que c'est tout à fait normal aussi. Nous sommes dans une république et notre classe politique est plurielle. Ceux qui ne partagent pas des démarches des uns et des autres doivent également pouvoir le dire. Je crois que c'est dans cette démarche que s'est inscrit le parti Mouel Bénin en faisant cette déclaration pour dire attention, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin. Ceux qui ont des intentions belliqueuses devraient s'en abstenir. Je crois que Mouel Bénin aussi était dans son rôle. Ceux qui voulaient être candidats et qui n'ont pas pu l'être, nous savons aujourd'hui les raisons pour lesquels les uns et les autres n'ont pas pu. Ceux qui ont nourri cette ambition n'ont pas pu franchir l'étape donc du dépôt de dossier de candidature pour des questions de parrainage parce que c'est contenu dans nos lois. Quelle que soit la façon dont la loi est votée, elle est une loi de la République et elle est appliquée. On ne peut pas l'appliquer de façon parcellaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, il faut penser aux prochaines étapes. C'est-à-dire quoi? Le Bénin ne va pas s'arrêter en 2021 et le 11 avril. Le Bénin continuera avec des Béninois. Il faut travailler, n'est-ce pas, de façon à également avoir la possibilité de mettre en œuvre ces idées, de mettre en œuvre les projets dont on est porteur, plutôt que de penser qu'on peut obtenir une légitimité de la rue et satisfaire, n'est-ce pas, ces envies. Voilà. Alors, Hakim Ousseni, la nation est-elle en danger pour alerter l'armée, un peu comme l'a fait ce groupe d'individus qui saisit l'armée à l'effet d'adopter une certaine posture en cette période? Je n'ai pas envie de croire qu'une démarche du genre ait été pensée. C'est peut-être pour ça que je salue la réaction de Mouel Bénin. C'est-à-dire quoi? On dit qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que c'est entendu, peut-être que c'est sûr. Peut-être qu'ils ont des oreilles et des yeux un peu partout, le Mouel Bénin, au nom de la patrie, au nom de la République, bien entendu. Et donc, constatant qu'il y a quelque chose comme ça qui semble-t-il est en train de se préparer bien, et la formation politique de Jacques Ayadi sort et alerte pour dire attention, le temps n'est pas propice, et du moins on ne peut pas aller jusqu'à cette extrémité, bien entendu. C'est pour ça que je dis je n'ai pas envie de croire, mais au même moment, c'est que je salue la démarche qui a été donc enclenchée par le parti Mouel Bénin pour appeler les uns et les autres. Je crois que la période, elle est bien propice pour qu'on puisse multiplier, parce que je sais que même des élections passées, des années en arrière, en des périodes du genre, on a constaté que de façon spontanée, les Béninois ont cette facilité à promouvoir le discours de la paix. Je crois qu'on doit pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là pour reconnaître que les politiques finiront et partiront, autant que tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui restera. C'est le Bénin qui restera, avec ou sans moi. Il y en a qui étaient là. Le Bénin n'a pas commencé avant hier. Il ne finira pas demain. L'humanité n'a pas commencé avant hier. Elle ne finira pas aussi demain. Pour savoir quand est-ce que ça va finir, il va falloir qu'on ressorte encore la Torah, la Bible, le Coran, et là on repart dans les mosquées, on repart dans les églises et consorts. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun qui se trouve a, je dirais, la lourde responsabilité de travailler à la culture de la paix. Parce que sans la paix, rien ne bouge d'une manière ou d'une autre. Donc, Mouel Bénin a donné le ton. Il va falloir que beaucoup s'inscrivent et s'inspirent, je dirais, de cette alerte et de ce sens d'anticipation. Parce qu'il va falloir qu'on travaille dans cette dynamique-là. Que l'armée vienne à la rescousse, je dirais, des politiques. L'armée n'est pas pour les politiques. L'armée, c'est pour vous et moi. Oui. C'est pour tout le monde. C'est pour toute la nation. Exactement. Elle intervient qu'à des moments bien précis que tout le monde sait. Pour assurer votre sécurité, vous et moi, pour assurer donc, je dirais, le mieux-être des populations en termes de la quiétude et tout ce qui est autour. Et donc, elle ne peut pas se faire solliciter par une frange de la population pour des questions égoïstes, bien entendu. Donc, je reste persuadé que si c'était pensé, ça a été très mal pensé. Si ce n'est pas encore pensé, qu'elle ne soit pas pensée. Et qu'on travaille, comme Mouel Bénin l'a fait, à la culture de la paix, contre la culture de la paix, parce que ce que nous savons et que nous avons très souvent vu, c'est qu'il faut qu'on évite que nous soyons les victimes de cet état de choses-là. On sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Donc, en gros, travaillons à la culture de la paix, que ce soit X, Y qui ait raison. Pendant que nous y sommes, il y a un processus qui est enclenché.
il y a des éléments qui concourent avec, et donc le reste, c'est qu'on puisse travailler à ce que demain, on puisse se réveiller et qu'on se retrouve encore sur le plateau s'il y a possibilité, pas parce qu'il n'y a pas la paix, et donc du coup, je crois qu'il y a bien des choses qu'on Alors, Emmanuel Niambossou, depuis 1990, le Bénin a tourné dos à cette pratique qui vise à prendre le pouvoir par la force, mais on note encore quand le rang des Béninois, ceux-là qui tapis dans l'ombre, essaient d'alerter l'armée, de tenir des discours qui ne sont pas de nature à créer la cohésion, la tranquillité qu'on a souhaité depuis 90. Non, je pense que l'attitude ou la réflexion qui consiste à dire que quand ce n'est pas André, quand ce n'est pas moi, ce ne sera pas André Doussard. Donc quand ce n'est pas moi, ce ne sera pas vous. Je pense qu'il faut travailler à bannir cette attitude-là de nos comportements. Et mieux, je dirais que c'est l'adage selon lequel on est mieux servi que par soi-même. Et ça qui contribue à créer l'obésité. Parce que quand les gens ils sont assis, ils se servent, ils deviennent obèses. Et donc il faut qu'on bannisse ça un peu de nos comportements pour faire en sorte que le Bénin, un peu comme l'a dit André et renchéri par Akimé, que le Bénin soit notre intérêt commun. Qu'on se dise, oui, on a envie de voir le Bénin se développer, on a envie de voir nos enfants aller à l'école correctement, terminer l'année scolaire correctement, on a envie de voir nos parents se faire soigner et ne surtout pas vendre la peur. Parce que quand vous avez par exemple des mamans dans le quartier qui vous demandent, ah Fofo, nous serons mis élection, Fofo, nous serons élection en Tigna. On dit non, mais vous voyez que le processus ça se poursuit. On a désigné les duos provisoirement. La Sénat a confirmé, a entériné. En fait, des gens, malgré le déroulement du calendrier, comme cela se doit, il y en a qui pensent, qui continuent de vendre à nos mamans qu'il n'y aura pas élection. Ils comptent sur quoi? Donc je pense que ce communiqué du Mouel Bénin vient à point nommé pour situer les choses, pour situer certaines personnes, pour leur dire que ça ne se passera pas ainsi. André, votre mot de conclusion avant qu'on ne fasse venir par ici Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Vous savez, ceux dont les lèvres proclament du matin au soir la paix, mais dont les actes préparent la guerre, il faudra seulement qu'ils comprennent que s'il y a violence, et même sans doute ils n'échapperont pas. J'aime cette formule du Premier ministre ivoirien, j'espère qu'il continue de se porter mieux parce qu'il a quelques ennuis de santé, qui dit à l'endroit de la jeunesse, nous les politiques, lorsque on s'entend bien, lorsqu'on a nos accords, on ne vous appelle pas, on ne vous sollicite pas, tout va bien. Mais quand il y a des accords entre nous, c'est là où on fait appel. Venez parce que nous ne nous entendons pas. Vous voyez, il faut que les gens en tiennent compte. Et on note également que quand il y a des blessés et des morts, il n'y a souvent pas les fils de ceux qui ont organisé ces marches. Et ne sera jamais ainsi. Pendant que des gens ici se faisaient bousiller les membres supérieurs, d'autres sablaient le champagne. Il y a cette image également qui avait circulé à l'époque. Je crois qu'il faut que les uns les autres sachent raison garder. Ce n'est pas les citoyens qu'on va appeler pour dire venez vous manifester là, qui vont jouir des délices de ce que l'on cherche par la rue, ce que certains cherchent par la rue. Il faut que les gens sachent comme ça on est un pays de paix et que l'on se bat toujours par les arguments, par les idées pour essayer d'obtenir gain de cause plutôt que d'envisager d'autres moyens peu recommandables. D'accord. André Doussard, merci. Vous restez avec moi. On va recevoir tout à l'heure Jacques Ayadji. Il est le président de Mouel Bénin, son parti qui condamne donc ces idées de coups de force. Akimé, vous nous revenez tout à l'heure dans la rubrique sport. Emmanuel Niambossou. Oui, merci je vous reviens demain matin. Demain matin. À tout de suite. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais tout à l'heure, vous êtes le président du parti Mowel Bénin. Hier lundi, votre parti a fait face à la presse pour peut-être faire cracher son amertume en ce qui concerne donc ces propos quelque peu tendancieux qu'on note en cette période électorale. Je vous reçois avec André Dossa. André, rebonjour. Bonjour Jacques Ayadji. De quoi Mowel Bénin a-t-il peur? Mowel Bénin a peur parce que Mowel Bénin connaît l'histoire de ce pays. L'histoire entre 1960 et 1972, cette histoire est encore fraîche dans nos mémoires. L'appel incessant des civils à l'armée qui a installé dans notre pays une instabilité à nul autre pareil pendant cette période-là. Et on aurait pu exclamer de dire, nous adressant au Père Céleste, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui font cet appel-là, ils ne savent pas. Ils veulent réinviter au Bénin l'instabilité. Nous ne le permettrons pas. Et nous sommes surpris que jusque-là, toutes les chapelles politiques ne se sont pas encore levées pour dire haro à ces personnes-là. Un débat politique, c'est un jeu. Et vous travaillez lorsque le rapport des forces n'est pas en votre faveur, vous travaillez à renverser ce rapport de force-là. Mais vous ne faites pas appel à l'armée. Vous ne faites pas appel à l'armée pour que l'armée se réunisse. Parce que nous avons eu à la conférence nationale une décision, une prise de position de l'armée qui a dit donc qu'elle retourne dans les casernes. Alors, lorsque on est dans un processus normal, pourquoi on va inviter l'armée à remettre en cause l'ordre républicain, l'ordre constitutionnel? Voilà pourquoi nous avons... Qu'est-ce qui, selon vous, motive ceux qui invitent l'armée à se mettre au pas en cette période électorale, à se montrer disponible, je dois dire? Ben, ils n'ont pas d'argument. C'est des gens qui veulent prendre le pouvoir par un raccourci. Ils n'ont pas d'idée à vendre au peuple. Ils n'ont pas de stratégie à vendre au peuple. Et donc, en désespoir de cause, ils se réfèrent à l'armée, en ne sachant pas ce que ça veut dire. Nous avons vu à côté de nous, au Mali, la dernière fois, lorsque l'armée a profité d'une situation pour prendre le pouvoir, quelle a été la suite? Cette armée est-elle encore au pouvoir aujourd'hui au Mali? Est-ce que cette armée qui avait pris le pouvoir dans les conditions que vous savez a commencé par agir en tenant compte de ceux qui ont fait l'insurrection? Vous croyez que ces nombreux appels en direction de l'armée, n'est-ce pas, aboutissent à la situation malienne? Non, le Bénin n'est pas les autres pays. Nous avons quand même des cadres au niveau de l'armée qui sont... on les connaît. Alors pourquoi vous montez au canot si vous estimez que nous... Il faut dénoncer... Si on a une armée disciplinée, pourquoi monter au créneau? Il faut dénoncer ces personnes-là. Il faut les dénoncer. Si on ne les dénonce pas, c'est grave. Parce que je dis tout à l'heure qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Le débat politique, là, c'est sur le champ politique qu'on le fait.
on ne demande pas vraiment, venez, prenez les armes, venez nous sauver. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas pu avoir par le moyen de la loi, par le dialogue, ce qu'ils cherchent. N'est-ce pas pourquoi ils estiment que peut-être le seul recours qui leur reste, c'est peut-être cet appel à l'armée que vous désapprouvez. Qui constitue encore bien organisé. Donc leur place ne se trouve pas alors sur le champ politique. S'ils sont incapables de réfléchir pour avoir des stratégies, pour changer le rapport de force, pour faire passer leurs idées, eh bien, leur place n'est pas sur la place, sur le champ politique. Ils doivent chercher leur place ailleurs. Alors, il n'y a pas que ce sujet qui alimente les débats en ce moment. Le MOEL-BN fait partie des formations politiques qui aujourd'hui mobilisent les électeurs pour améliorer le taux de participation. Pourquoi ça devient à ce point un enjeu de cette présidentielle, le taux de participation? MOEL-BN, vous avez déjà dit ça une fois, vous pouvez sortir une déclaration de MOEL-BN qui parle du taux de participation. Ah, vous n'en parlez pas. Non, c'est pourquoi? Écoutez, nous savons que les gens vont sortir massivement pour voter. C'est gagné d'avance. Je ne sais pas ce que vous... Est-ce que vous tenez compte, par exemple, des précédentes élections municipales et législatives de 2000? Est-ce que vous en tenez compte pour être aussi optimiste par rapport au taux de participation? Vous savez, ceux qui, par déception, n'ont pas été votés parce que MOEL n'était pas en liste, ils ont voté. Vous savez qu'ils sont très nombreux. Donc, c'est un jeune parti. Si vous appelez les démocrates au plan national et au plan international comme le plus grand parti d'opposition alors qu'ils sont nés il y a que quelques semaines. Nous, on ne l'a pas dit. Moi, j'entends les gens dire des choses comme ça. Donc, nous, on est nés depuis 2018. Bon, je ne sais pas si les autres sont grands. Est-ce que l'ancrage national d'un parti politique se mesure à l'aune du nombre d'années d'existence de son ancienneté? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je vous ai dit que vous êtes au MOEL-BN. Ah ouais? Je vous l'ai toujours dit. C'est-à-dire les Béninois sont... Ça se décrète. Sont pas défaut, MOEL-BN. Pas défaut. Oui, donc moi, vous êtes sur le terrain. Vous savez comment MOEL-BN est en train de s'enraciner partout dans le pays. Et je peux dire sans fausse modestie que si la Sénat fait un petit examen au niveau des partis politiques, elle risque de trouver que MOEL-BN est le parti le plus structuré. Vous allez dans n'importe quel département, dans n'importe quelle commune, dans n'importe quel arrondissement, vous avez une structuration de MOEL-BN. Ça, c'est ce qui concerne donc l'ossature de MOEL-BN. Mais c'est la question de André Dossa. Un parti, c'est d'abord l'ossature. Oui. Parce que la quête du suffrage, là, c'est tout le monde. Hein, on ne peut pas dire que les Béninois lambda sont forcément... Ceux qui votent, ce ne sont pas forcément, comment on appelle, ceux qui sont membres des partis politiques. Hein. Donc, tout commence par la structuration. Alors, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La question d'André Dossa, c'était de savoir si, au regard de la participation en 2019 aux élections législatives, en 2020 aux élections communales, n'est-ce pas, ce faible taux de participation, est-ce que MOEL-BN en a fait une préoccupation à l'effet de travailler pour la présidentielle, à faire sortir massivement des gens pour voter? D'abord, il ne faut pas vous tromper en comparant les élections entre elles. Que ce soit les élections législatives... En fait, on ne compare pas les élections, mais on compare les taux de participation. Oui, mais c'est une comparaison indirecte. Parce que si vous basez sur les taux de participation à ces élections-là, qui sont après tout ou avant tout des élections de proximité, que ce soit l'élection législative, ça se fait au niveau d'une circonscription électorale, et ce sont des personnalités de chaque région ou bien de chaque localité qui sont mises en compétition. Lorsque quelqu'un voulait voir un de ces, je sais pas quel mot je vais utiliser, et il ne le voit pas, il est découragé. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés voter au communal parce que MOEL-BN n'était pas sur la liste. Même chose au niveau de législative. Mais aujourd'hui, c'est une élection présidentielle. C'est une seule personne ou deux maintenant avec un duo de candidats pour qui on veut voter. Donc le contexte n'est plus du tout le même. Et vous allez voir que les gens vont sortir massivement pour aller voter. Votre optimisme est basé sur quoi, sur d'abord les résultats.
les résultats. Lesquels? Le résultat du mandat qui est en train de finir. On ne va pas battre campagne. On ne va pas battre campagne. Mais vous me posez une question. Vous voulez me poser une question et m'empêcher de répondre? Je dis ce qui peut amener les gens à sortir. C'est de vouloir que ce qui a commencé ne s'arrête pas. Et c'est un élément fondamental dont il faut tenir compte. Ne suivez pas ceux qui parlent. Ceux qui parlent, bon, ils parlent parce qu'ils n'ont pas d'argument. Après que depuis 2016, ils sont en train d'échouer de stratégie en stratégie, à commencer par la révision de la Constitution. Si le premier projet de révision de la Constitution qui avait été soumis à l'Assemblée nationale avait été voté, est-ce qu'ils seraient en train de dire aujourd'hui, Patrice Talon dégage, Patrice Talon dégage? Non. Parce que dans ce projet, il avait été mis noir sur blanc, et comment on appelle le mandat unique. S'ils étaient des stratèges, et que leur problème était vraiment que le président Patrice Talon ne fasse qu'un seul mandat, il devait voter ça. Quitte à prendre le pouvoir en 2021 et à changer la Constitution. Ils ont raison de ne pas être d'accord. Est-ce que vous prenez l'unanimisme politique? Mais quand vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous assumez. Vous assumez, non? Ils ne sont pas d'accord que le projet de révision de la Constitution passe tel qu'il a été envoyé à l'Assemblée nationale. Ils n'ont même pas été d'accord que ça soit pris en considération, alors que le président a dit, je vous envoie un projet, vous pouvez le modifier comme vous voulez et sortir totalement notre. Ils ont dit non, ils vont pas faire. Ensuite, en 2019, on a tout fait pour que les élections soient inclusives. On a dit, bon, réunissez-vous, élaguez comment on appelle, du code électoral, d'achat des partis, ceux qui empêchaient les uns et les autres d'aller aux élections. Ils ont commencé le processus. Après, des gens sont venus renier leur ceinture. Parce qu'ils avaient pensé un instant que, comme le président a dit, bon, je ne peux pas organiser une élection législative avec les seuls deux partis qui se réclament de mon action, je ne peux pas le faire. Si je ne peux pas faire mieux que ce que je suis venu voir, il faut que je fasse au moins à l'identique. Ils ont dit, ah, ce monsieur, il est déjà au chaos. Il faut qu'on lui donne quelques hypercutes supplémentaires pour le terrasser. Alors, ces événements sont largement derrière nous. Le processus électoral est en cours actuellement. Oui, on peut faire le lien. L'erreur que nous faisons au Bénin, c'est d'ignorer toujours là où nous avons trébuché pour vraiment rester, et comment on appelle, là où on a chuté. Non, on dit les causes et non les effets. Les causes et non les effets. Les causes et non les effets. Alors, quelle est votre appréciation, n'est-ce pas, du niveau d'évolution à l'heure actuelle, n'est-ce pas, du déroulement du processus électoral? Mais tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui a écrit la Constitution de 1190. Hein. Ce n'est pas lui qui a dit que, bon, à 4/5e, comment on appelle, le souverain délégué peut réviser la Constitution. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Ce n'est pas lui qui a écrit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. D'accord? C'est pas lui. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est conforme à la loi. Donc, je ne sais pas ce que vous dites. Les gens disent que les lois sont anticonstitutionnelles. C'est ce que j'entends. Hein. Les lois sont scélérates et elles sont anticonstitutionnelles. C'est ce que les gens disent. En disant ça... Dans la pratique, on sent que c'est un peu dur. Et qu'est-ce qui est dur? C'est la pratique, la mise en application. On peut dire que la loi est dure, mais dire que c'est anticonstitutionnel, vraiment, c'est anticonstitutionnel et dire que c'est anticonstitutionnel. Parce que la Constitution a été respectée. Et ces lois-là ont été validées par la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas Patrice Talon qui a écrit dans la Constitution que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Voilà les acquis dont nous parlons. Si la Cour constitutionnelle se réunit aujourd'hui sur un repos de Tantampion pour dire que Porto-Novo n'est plus la capitale du Bénin et que c'est à Abomey-Calavi, nous devons appliquer ça. Est-ce que vous savez ça? Donc, est-ce que c'est Patrice Talon qui a écrit ça dans la Constitution? Ce n'est pas Patrice Talon. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, là, tout est conforme. Et je ne sais pas comment on dit, on va rétablir l'autre Constitution. L'autre Constitution est là. On dit oui, le mandat s'arrête au 5 avril. Et qu'à partir du 5 avril, quelqu'un a dit le 5 avril à minuit 5 minutes qu'il y aura... Pourquoi il a donné ces 5 minutes? Pourquoi il a donné ces 5 minutes? Non, il y a une constitution qui est en vigueur aujourd'hui, qui a rallongé le mandat
le mandat en cours. Et c'est pas pour la première fois. C'est la Constitution en vigueur. En vigueur. Et c'est pas pour la première fois que les mandats sont rallongés. Ouais. C'est pas pour la première fois. Les élus locaux, là, vous savez, je crois qu'ils ont été élus en 2000. Ils ont fait 6 ans avant le renouvellement. Avant le renouvellement. Est-ce que c'était prévu dans la loi qui devait faire 6 ans? Et vous pensez que c'est suffisamment comparable pour ne pas dire c'est équivalent? Une loi, c'est une loi. Une loi, c'est une loi. D'accord, les gens disent oui, bon, il a prêté serment sur 5 ans. Donc, c'est des choses qu'on voit superficiellement. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Au moment où je prenais service, l'âge, comment on appelle, d'admission à la retraite, est de 55 ans. Mais en cours de carrière, il y a eu des modifications et qui amènent à 60 ans. Est-ce que vous allez, quand j'aurai 55, vous allez me dire de sortir parce qu'au moment où je venais, la loi disait que c'était 55 ans? Il faut que les Béninois, en tout cas moi le Bénin, est créé un peu pour élever le niveau du débat politique. Ce que tout le monde dit oui dans le pays là, c'est pas ça l'essentiel. Il faut aller dans la profondeur des choses. Et pour moi le Bénin, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Et quand on n'est pas d'accord, selon moi le Bénin, il faut assumer. Quand on n'est pas d'accord, on réagit. Mais on ne demande pas qu'on déchire le drapeau béninois pour ça. Ceux qui font ces appels tous azimuts, c'est qu'ils veulent mettre en péril la République pour pouvoir satisfaire leurs intérêts. Ça ne peut pas passer comme ça. Votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Jacques Ayadji, merci d'être Mais pourquoi c'est vite comme ça? Mais on doit quand même... Ce n'est pas un grand format. Vous avez dit l'essentiel. Invitez-moi. Mais je voudrais quand même, avant de prendre congé de vous, de dire au peuple béninois de faire très attention. Et de ne pas servir de cobaye à des gens qui ont d'autres agendas. On a eu beaucoup de lois difficiles dans ce pays, mais nous n'avons pas vu des chapelles politiques faire appel à l'armée pour rétablir les lois antérieures. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Celui qui s'est vu exploser, comment on appelle, la main. Combien de visites il a eu de ces opposants-là? Les jeunes qui font de l'activisme et qui en font les frais. Combien de... Non, il faut que le peuple fasse attention et sache là où se trouvent ses intérêts. Là où se trouvent ses intérêts, ces personnes-là, vous les voyez aujourd'hui à droite, demain vous les voyez à gauche, et ils ne sont pas lisibles. Jamais stable. Merci voilà. Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin. Merci donc d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Je vais vous accompagner avec le magazine donc, de Ouliat Sanoussi. Ouliat Sanoussi qui nous amène à la découverte du graffiti. C'est un art qui consiste à réaliser des dessins à l'aide de peinture sur les murs, les véhicules et tout autre support. C'est la passion de Romario Jonathan Agbo Kofi que Ouliat Sanoussi a rencontré. On va voir de quoi cela retourne dans le magazine qu'elle nous propose. Des dessins gravés sur le mur de l'OCBN à Cotonou. Des chefs-d'œuvre d'artistes graffiteurs, parmi lesquels Romario Jonathan Agbo Kofi, alias Dr Mario, rencontré au cours du festival Effet Graph, organisé par l'association culturelle Assart. Pour réaliser ces graffitis, il faut passer par des étapes. Moi, je commence généralement par penser d'abord à ce que j'ai envie de faire. Ici, c'est un personnage qui tend la main et qui tient une bombe en main. Et autour du bras, il y a un python qui s'est enroulé autour de son bras. Parce que, en fait, pour moi, je veux utiliser en fait, ce qui vient d'Afrique pour aller le plus loin possible. Donc, c'est dans cette dynamique-là que le serpent il est là. C'est un héritage parce que tout Béninois sait la valeur que nous portons au python, surtout à Ouida. C'est tout un symbole, c'est un animal sacré. Donc, c'est un peu ce sacré-là que nous apportons, que je rajoute à l'art pour dire quelque chose de particulier. Parce que ça fait partie de notre patrimoine aussi. C'est de cette manière que procède le graffiteur pour aboutir à un mur décoré. Le graffiti est une passion pour Romario Jonathan Agbo Kofi qui a développé ce talent alors qu'il était encore à l'école. Mon expérience avec le graffiti est assez singulière parce qu'à la base, je suis électrotechnicien de formation.
Donc c'est quelque chose pour laquelle j'avais beaucoup de passion. Et à partir du lycée, j'ai commencé à la pratiquer peu à peu. Un peu après le bac, je me suis dit, il fallait que je m'y mette réellement. Donc après le bac, je me suis mise à donner un peu plus de temps avec les festivals en Afrique où on nous invitait, on participait et tout ça. Avec l'expérience en fait d'autres graffeurs d'autres pays, je ferai au passage un big up à mes artistes du Sénégal qui ont fait un travail remarquable parce qu'ils sont venus, ils nous ont montré un peu comment ça se passait chez eux. Cette philosophie-là qu'il y a au niveau du graffiti qu'on doit garder, c'est de rester dans l'esprit de partage parce que nous on fait ça pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en galerie pour acheter de l'art, ils puissent avoir l'art à proximité. Donc après, c'est beaucoup plus du travail personnel, des recherches qui font qu'on évolue et des gens qui nous font confiance et tout ça qui font qu'aujourd'hui on en est là. J'ai eu le bac électrotechnique, j'ai fait 2 ans sur l'université d'Abomey-Calavi en faculté de linguistique, option communication. Après j'ai arrêté parce que j'ai voulu réellement m'investir et faire carrière dans le graphe. Donc aujourd'hui je suis artiste graffeur à temps plein. Au dire de l'artiste, le graffiti est apprécié par le public curieux de découvrir ce dont il s'agit. Sans vous mentir, je suis souvent touché quand on est dans la rue parce que les Béninois, malgré tout ce qu'on peut penser, soutiennent. Ils sont contents, ils s'arrêtent, ils félicitent. Ce que les gens ne pensent pas possible. Donc je pense juste que quand vous faites quelque chose qui accroche, intéresse réellement quelqu'un, la personne sera forcément prête à venir apprécier. C'est ce qu'on remarque. Il y en a même qui nous aident avec quelques pots de peinture, de la nourriture, de l'eau, etc. Donc, vu que c'est un festival et que nous, on n'a pas les moyens de terminer le mur, en fait, on reste très ouvert à toute personne de bonne volonté pouvant venir nous aider à avancer, à le finir. Parce que c'est un patrimoine pour le Bénin. S'il est fini, ce sera le 2e mur le plus long jamais graffé au monde, juste après celui de Dubaï. Et en Afrique, c'est le 1er mur. Donc on a tout intérêt à avoir tout ça ici chez nous. Déjà, il y a des participations, mais on attend toujours parce que ça demande beaucoup de moyens quand même de finir ce mur qui fait pratiquement 1 kilomètre. Nous, on s'exprime à travers ça. C'est un art qu'on utilise généralement pour embellir l'espace public. On va des fois vers des murs qui sont très crades, sales. D'abord, on va faire une petite salubrité pour nettoyer le coin. Après, on va mettre de la couleur, ça rajoute de la joie. Et je suis certain que depuis qu'il y a des couleurs sur le mur de l'OCBN, ce passage n'est plus le même. Ça change l'expérience même d'un être humain et c'est quelque chose de très bénéfique. Romario Jonathan Agbokofi a son atelier installé au quartier d'Edoko à Akpakpa. Et selon lui, même si au Bénin, il n'y a pas d'école qui forme dans le domaine, le graffiti est un art attractif. Son désir, c'est de former des jeunes au métier. En dehors de ce festival, Dr Mario a son atelier où il travaille, où il fait des toiles. Généralement, il y a aussi des plans payés. Si vous regardez derrière, vous allez voir qu'il y a même des restaurants, des particuliers dans leur espace, tout ça qui nous font appel pour qu'on vienne apporter cet art-là un peu pour donner un peu plus d'énergie aux endroits. On organise également, en dehors du festival, en communauté avec les autres artistes, on organise des ateliers de formation. Il y a eu l'année dernière un atelier de formation 100% féminin où on a formé des jeunes filles qui aujourd'hui vous allez les retrouver sur le mur, qui sont également en train de peindre pour essayer de partager au maximum parce que nous, on a cherché par nos propres moyens, mais tous les jeunes n'ont pas forcément la chance de pouvoir atteindre ça. Le métier permet de s'épanouir, mais les difficultés ne sont pas des moindres, reconnaît le graffiteur. En général, c'est déjà de pouvoir convaincre. Aujourd'hui, ça va mieux, mais par rapport au début, vu qu'on est précurseur dans le milieu, il y a cette réticence-là qui s'est fait sentir au départ. Les gens ne comprenaient pas, donc forcément, vous allez à des endroits où vous demandez des murs. On vous dit non, on ne veut pas vous donner parce que bon, vous êtes peut-être venu au nom de l'État. Il y a plein de préjugés qu'il y avait. Les gens pensaient que en fait, les artistes graffeurs, c'est des bandits, c'est des gens qui n'ont pas réussi dans la vie et tout. Mais de mieux en mieux, ils comprennent. Il y a aussi la contrainte. Par exemple, là, on va être au soleil, on va être en train de peindre. Il y a tout ça, on se déshydrate facilement. On n'a pas tout le gros matériel qu'il faut. Donc le matériel qu'on utilise ici n'est pas forcément le matériel le plus adapté du point de vue protection comme du point de vue qualité de matériel. Donc on fait avec, c'est des choses qui nous prennent un tout petit peu, mais de plus en plus ça change. Ce serait bien d'avoir par exemple une boutique, je sais pas, un opérateur économique qui propose de nous ramener des bombes de bonne qualité pour qu'on puisse acheter parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent quand même. Prendre le risque de monter par exemple sur une échelle et de tomber quand il n'y a pas tout l'arsenal de sécurité tout autour. Des fois se retrouver à transporter beaucoup de pots de peinture au même moment,
à moto, alors qu'en circulation, tout ça, c'est des risques qu'on prend. C'est des choses qui peuvent nous freiner. Et du point de vue économique aussi, quand les gens ils ne comprennent pas que l'art, c'est quelque chose qui n'a déjà pas de prix et qu'il faut quand même mettre un minimum, ça devient compliqué dans les discussions. Mais moi, je reste optimiste parce qu'on voit un changement sur tout ça. Ça va être progressif. Romario Jonathan Agbo-Kofi a des ambitions pour cet art dont il est passionné. Mes ambitions, c'est déjà qu'on ait un statut d'artiste graffeur au Bénin pour que ce ne soit plus, qu'on ne se retrouve pas à s'expliquer, mais que ce soit un métier que les gens retiennent et comprennent déjà, parce que c'en est un. Et qu'on ait une sécurité sociale, qu'on nous ouvre les portes pour qu'on puisse s'enregistrer, qu'on puisse même enregistrer nos œuvres, parce que c'est également important de venir brand ambassadeur de grandes marques de peinture ici, parce qu'on travaille avec de la peinture. Propager au maximum cet art-là. Moi, j'ai bien envie que dans toutes les villes du Bénin, qu'on ait des murs qui parlent de l'histoire du Bénin, qui parlent des Béninois, auxquels les Béninois s'identifient. Et voir des artistes graffeurs voyager des artistes graffeurs béninois voyager de par le monde, apporter l'art béninois partout dans le monde, le vendre et aller le plus loin possible. Voir des jeunes également suivre derrière pour qu'on ait une relève, parce qu'on a des talents fous dans ce pays. Et je pense que vous en rendez bien compte. Je souhaite déjà que du meilleur, que des enfants de demain, quand ils diront à leurs parents « Papa, j'ai envie de devenir artiste graffeur », que les parents soient tout aussi enthousiastes qu'ils le sont quand l'enfant va dire « Je veux devenir avocat ou médecin ». Le graffiti nécessite beaucoup de moyens, raison pour laquelle Romario Jonathan Agbo-Kofi saisit l'occasion pour lancer un appel vers les autorités du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et les personnes de bonne volonté. Nous avons besoin d'aide en matière de matériel, nous avons besoin d'aide du point de vue logistique, on a besoin de se rafraîchir, on a surtout besoin de finir ce mur-là. Donc merci de nous accompagner, nous n'attendons que vous. Clairement, là on est clairement sur du Bénin, sur le Bénin, et c'est notre manière à nous de révéler le Bénin. On a fait des démarches depuis plusieurs années d'ailleurs. L'année dernière, quand on a entamé le mur également, on a eu la chance de voir passer le ministre de la Culture, on les a rencontrés. Bon, jusque-là, on n'a pas eu de soutien, d'appui réel, donc c'est sur fonds propres et avec certaines institutions internationales qui veulent nous aider, qui accompagnent des personnes de bonne volonté. On a des mécènes, des Béninois lambda, mais du point de vue de l'État jusque-là, en dehors de nous encourager, on n'a pas encore eu réellement d'appui. Mais on espère que ça va venir. Moi, je suis optimiste, je sais que ça va peut-être prendre du temps, mais ça va venir parce qu'il faut qu'on finisse ça. C'est à l'actif de l'État, c'est à l'actif du Bénin et je peux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle le tourisme du graffiti qui a dans le monde maintenant, où des gens viennent spécialement dans un pays pour venir voir des murs qu'ils ont déjà vus en photo sur Internet. Donc ça peut apporter une plus-value, c'est clair. Économiquement, ça va être un boom. On va voir plein de jeunes qui vont quitter le chômage, donc on va résoudre beaucoup de problèmes à mon avis. Donc moi je les attends, on les attend à bras ouverts et je sais que ça va se faire. Romario Jonathan Agbo-Kofi reste optimiste. Il espère que son cri de cœur sera entendu afin que le graffiti, qui est un art passionnant, continue de fasciner plus d'un. Voilà, Ouliat Sanoussi qui nous faisait vivre la beauté du graffiti. Nous étions là sur la clôture de l'OCBN à Cotonou, un art donc qui est magnifié par Romario Jonathan Agbo-Kofi, un spécialiste de la chose. On va faire un tour, observer une page publicitaire, le temps d'installer par ici Akime Sédou Osséné pour parler sport. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité.
Imprimerie Fraternité. Nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Hakim Seydou Sénéro, bonjour. Wahab Alekpara, bonjour. On parle sport avec vous, football principalement. Exactement, le football fait la grande une de l'actualité sportive ces dernières 48 heures, a commencé d'hier par ce qui a fait l'actualité chez nous au plan national, c'est bien entendu. Wahab, on en parlait déjà ce lundi, les rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 6e et la 7e journée de la Ligue Pro. Outre les résultats, il y a déjà que des difficultés sont enregistrées au niveau de certaines formations qui animent cette Ligue Pro. C'est le cas de l'Union sportive et Cavalier de Niki qui se sépare de son entraîneur Brimakim, a été remercié pour mauvais résultats. Para, le club de Niki totalise 5 points donc en cette journée au niveau donc, de ce championnat de la Ligue Pro saison sportive 2020-2021. L'entraîneur semble avait annoncé aussi une démission au cas où il avait une contre-performance à l'occasion de la 7e journée. C'est le cas puisque Cavalier n'a pu s'imposer. Du coup, l'entraîneur se va donc déposer le tablier en ce qui concerne sa présence sur le banc de l'encadrement technique des Cavaliers de Niki. Brimakim, on le présente, puis vous le connaissez, c'est un ancien joueur, un ancien footballeur natif originaire de la commune de Djougou. Il est passé par Rodio Football Club, mais cette fois-ci, on constate que l'aventure du côté de la commune de Niki est terminée. Il était simplement remercié, certainement qu'un nouvel entraîneur sera présenté aux joueurs des Cavaliers de Niki pour la suite de cette compétition. 5 points sont à mettre à l'actif de l'Union sportive Cavalier de Niki qui évoluait la saison dernière du côté donc de la Ligue 2 de football. Autre Cavalier de Niki qui se sépare de son entraîneur. Il y a également des difficultés financières du côté de la commune de Boycon, la ville Carrefour. Wahab, on disait hier que la Estonner ne s'est pas présentée à l'occasion de sa réception du côté donc du stade Polinto Managa de Boycon. Oui. Raison évoquée, les joueurs réclameraient des primes non encore payées, des salaires non encore payés. Le premier citoyen de la commune de Djougou, le maire de la ville, a entrepris de rencontrer les différents acteurs de cette crise, pour ainsi dire. Je crois que le travail a été fait hier. On veut espérer qu'une solution soit trouvée afin que la Estonner revienne sur les aires de jeu à partir de la journée prochaine. Mais pour l'instant, on retiendra qu'il y a donc crise financière au niveau de l'association sportive Tonnerre de Boycon. Ainsi donc résumé l'actualité pêle-mêle en ce qui concerne le football au plan national. Dans pratiquement un mois, les sélections nationales vont renouer avec les rencontres éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. C'est à cette occasion que le sélectionneur Michel Dussuyer est reparti donc dans l'Hexagone et sur place ici au plan national. C'est bien son adjoint Moussa Latondi qui fait le tour des différents stades qui abritent les rencontres de la Ligue professionnelle. Ce week-end, il était du côté de la commune de Djougou pour suivre 2 rencontres importantes. Le match entre les Panthères et puis Beke de Bimereke. Au terme de la rencontre, il s'est prononcé au micro de nos confrères. On reviendra sur ces propos si tout va bien au Wahab. Ce sera dans le Sport Matin de ce mercredi. De toutes les façons, il a été satisfait de la prestation des joueurs qu'il a suivi donc ce samedi au stade Achoukouma de Djougou. Football sur le continent, la CAN des U20. Wahab, c'est en Mauritanie. On connaît désormais les qualifiés pour le second tour en même temps que les affiches qui seront disputées comme temps pour les quarts de finale de cette compétition. Hier, les dernières rencontres ont été disputées. Le Ghana a été surpris par la Gambie, quoique la Gambie a fini la rencontre à 10. Le score de la rencontre, 2-1 en faveur de la Gambie. Le Ghana se qualifie
quoique difficilement, parce qu'elle a été repêchée comme faisant partie donc des meilleurs troisièmes. La Tanzanie a été battue par le Maroc 3-0 dans cette poule. C'est le Maroc, la Gambie et puis le Ghana qui se qualifient donc pour le second. Les affiches se présentent ainsi que le Sud. Le Cameroun jouera contre le Ghana. Ce sera le jeudi. On aura un face-à-face entre des pays maghrébins, marocains et tunisiens. Et puis 2 autres affiches pour les quarts de finale. La Centrafrique jouera contre la Gambie. Pendant ce temps, l'Ouganda sera l'adversaire du Burkina Faso. Ce sont les qualifiés et les affiches des quarts de finale de la CAN des U20 qui se disputent en Mauritanie. La Mauritanie qui sort de sa compétition. Toujours sur le continent, deuxième journée de la Champions League africaine ce 23 février 2021. Simba SC jouera contre Al Ali. AS Vita Club sera en déplacement pour y affronter Al-Merrek, c'est bien ce 23. Le Petro de Luanda sera l'adversaire du Wydad Casablanca. Oroya de la Guinée-Conakry jouera contre Kaizer Chiefs, bien entendu, ce 23 février 2021. Tenguets jouera contre les Zamalek, toujours ce mardi. Et puis on retiendra que la dernière affiche opposera l'UMC Alger, qu'on ne présente plus à l'US Tunis. Ce sont donc les confrontations prévues pour la seconde journée de la phase de poule de la Champions League africaine. Champions League aussi, mais pas sur le continent africain, mais en Europe, au Arabe, on joue la suite des huitièmes de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'Atlético Madrid jouera contre les Blues de Chelsea, le champion en titre. Champion du monde des clubs, je vais parler du Bayern Munich, sera l'adversaire de la Lazio. Ce sont ces deux affiches qui seront donc au menu des huitièmes de finale aller de la Champions League. C'est prévu pour ce mercredi. Suite, c'est bien sûr jeudi. Le Real sera donc en compétition. Voilà, Rab, stop et fin, stop et sport matin de ce mardi matin. Hakim Sedoseni, merci d'être passé par ici. Je vais vous accompagner avec la revue de presse de Asiongon Kanye Asiongon, lui qui a fêté pour nous les parutions de ce jour. À toutes et à tous, bonjour. La Cour constitutionnelle a rendu publique la liste définitive des duos pouvant prendre part à la présidentielle d'avril. À ce sujet, le coopérant renseigne que la Cour constitutionnelle valide les 3 binômes retenus par la Sénat. Matin Libre ajoute que la Commission électorale nationale autonome confirme les 3 duos. La dépêche estime que cette décision n'est ni plus ni moins que la validation des 3 duos précédemment retenus par la Commission électorale nationale autonome. Ce faisant, souligne le journal, le juge constitutionnel laisse en l'état et en entier l'épineux problème des parrainages ainsi que les nombreux recours introduits. Ceux qui attendaient de la Cour qu'elle réhabilite dans leurs droits les candidats privés intentionnellement de parrainage ont été lourdement déçus, étant entendu que les décisions de la Cour sont sans recours. En parlant de rêves brisés pour Aïvo, Madougou, Koti, Soglo, Fraternité écrit que comme si elles étaient sur les mêmes longueurs d'onde, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome ont rendu le même verdict. Si la Cour a disposé d'un nouvel élément, à savoir les résultats de la visite médicale obligatoire pour les candidats pour statuer en dernier ressort, la Sénat par contre s'est fondé sur les pièces à fournir pour prétendre participer à ce scrutin. Dans ce méli-mélo de documents, les parrainages des élus se sont révélés décisifs. Initialement en course, beaucoup de candidats se sont heurtés à cet obstacle visiblement infranchissable. Le matinal s'intéresse plutôt à la validation des duos et souligne déjà que le face-à-face entre Talon Talata, Soumanu Hunkwe et Kowe Agossa aura lieu. Fraternité de faire observer que les 3 duos confirmés placent donc au débat sur l'offre à l'électorat. Les candidats devront confronter leurs idées sur les options de gouvernance. Une chose est claire, les Béninois aspirent à un mieux-être et il faudra les convaincre pour bénéficier de leur confiance pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas un pari gagné d'avance, ajoute le journal. Et puis, le même journal qui rapporte la tournée de restitution du congrès du 30 janvier 2021 de l'UDBN et fait observer que toujours engagée, Claudine Prudencio parcourt monts et vallées dans le cadre de sa tournée de restitution. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est allée à la rencontre de sa base jeudi dernier dans les 21e et 22e circonscriptions électorales dans une ambiance chaleureuse
La présidente du parti et les autres membres du bureau exécutif national ont été accueillis et félicités pour leur détermination à poursuivre le combat. Aussi bien les représentants des jeunes que des femmes, ils ont tous réaffirmé leur soutien au parti et à ces derniers. Claudine Prudencio a fait le point du congrès du 30 janvier 2021 au siège national. Dans la suite, l'économiste du Bénin écrit que dans le cadre de son adhésion à l'alliance Better Than Cash, la FAO s'engage également à étendre son utilisation des paiements numériques dans au moins 10 autres bureaux décentralisés. L'Alliance est un partenariat de gouvernements, d'entreprises et d'organisations internationales hébergé par les Nations Unies qui accélère la transition des paiements en espèces au paiement numérique de manière à générer des économies et à renforcer la transparence et l'efficacité tout en réduisant la pauvreté et en favorisant une croissance inclusive. Fraternité informe de la table ronde des médias béninois tenue la semaine dernière pour écrire que les médias au Bénin ne sont pas en parfaite santé. Il y a des problèmes qui minent le secteur au point d'amener le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin à s'en préoccuper après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse en 2002 et 2014. Le monde des médias a été convié du 19 au 20 février 2021 à Cotonou sous le thème « Presse béninoise, état des lieux et perspectives ». À cette occasion, les acteurs des médias et promoteurs d'entreprises de presse ont fait l'état des lieux des médias au Bénin de 2016 à 2021 et élaboré des perspectives. Ce quinquennat aura été décevant pour la presse béninoise, a fait savoir le président du CNPA, Évariste Khodonou, et selon le journal, entre autres difficultés notées, il y a la fermeture des organes de presse, le recul de la liberté de presse au Bénin selon les rapports de Reporters sans frontières, les impacts du numérique, les difficultés économiques des entreprises de presse, la non-attribution de l'aide de l'État à la presse. Merci d'avoir été à l'écoute. Actu Matin, stop et fin pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.